Merci, Monsieur le Président. Vous allez nous faire rougir aujourd'hui. Monsieur le Secrétaire général, Madame la Secrétaire générale adjointe, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de m'adresser pour la deuxième fois à votre Assemblée, au nom de la présidence andorrane du Comité des ministres, pour venir vous rendre compte des principaux développements qui sont intervenus depuis la dernière session, ainsi que des initiatives qui ont été prises ou soutenues depuis lors par notre présidence. Je voudrais donc avant tout remercier votre Assemblée, et en particulier vous-même, Monsieur le Président, de l'appui que vous n'avez cessé d'apporter à notre présidence. Mes remerciements vont bien sûr également au Secrétaire général pour son soutien sans faille pendant ces 5 derniers mois. Comme vous le savez, notre présidence prendra fin dans quelques semaines avec la tenue de la 123e session du Comité des ministres. Cet événement est en quelque sorte le point d'orgue de l'année pour le Comité des ministres et j'en appelle à vous au poids que vous pouvez exercer pour que cet événement puisse compter avec un maximum de mandataires au plus haut niveau et avoir ainsi une plus grande visibilité. Cet appel fait, permettez-moi tout d'abord de passer rapidement en revue les questions politiques qui sont régulièrement à l'ordre du jour du Comité des ministres. S'agissant de la Bosnie-Herzégovine, l'exécution de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Sejdić et Finci reste un point qui constitue un sujet de vraie préoccupation auquel le Comité des ministres porte une attention particulière. Il sera à nouveau à l'ordre du jour de notre réunion fin avril. Le Comité des ministres a rappelé déjà à plusieurs reprises que la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle était dans l'intérêt même de la consolidation des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine et que l'application de l'arrêt de la Cour était un élément clé dans le processus d'intégration européenne du pays. Nous sommes conscients que la situation politique et ethnique de la Bosnie-Herzégovine est extrêmement complexe. Mais il est néanmoins impératif que les positions évoluent positivement et au plus vite, afin que les élections prévues au mois d'octobre 2014 puissent se dérouler selon les normes démocratiques reconnues par le Conseil de l'Europe. Je souhaiterais également informer votre Assemblée que le Comité des ministres a approuvé en février dernier un programme d'assistance visant à préparer les élections parlementaires prévues en juin 2013 en Albanie. Ce programme a été établi en étroite coopération avec les autorités albanaises, que je remercie ici de leur disponibilité et de leur bonne coopération. J'espère que la mise en œuvre de ce programme, et en particulier l'assistance qui sera fournie à leur commission centrale électorale, pourront contribuer à leur bon déroulement. Lors de ma communication en janvier, j'avais annoncé que le Comité des ministres, dans le cadre de sa procédure de suivi du respect des engagements pris, entreprendrait des visites en Arménie et en Azerbaïdjan. La visite en Arménie a eu lieu les 21 et 22 mars dernier. Les 10 et 11 avril, une délégation s'est également rendue en Azerbaïdjan. Notre comité sera d'ailleurs prochainement saisi des conclusions qui en découlent. Un programme d'assistance couvrant un éventail de domaines étroitement liés aux droits et valeurs défendus par notre organisation a été également approuvé pour le Bélarus. Le Comité des ministres espère que les autorités du Bélarus apporteront leur pleine coopération à sa mise en œuvre, et ce, sur le territoire même du Bélarus, avec l'appui du point d'information du Conseil de l'Europe à Minsk. Dans un tout autre domaine, j'aimerais aussi esquisser un bref panorama des activités menées à initiative de la présidence andorrane dans la mesure où elles sont susceptibles, le cas échéant, de définir des lignes d'action pour le Comité des ministres dans ses activités futures. À travers les objectifs de sa présidence, l'Andorre a souhaité contribuer à une des priorités stratégiques identifiées par le Conseil de l'Europe. Vivre ensemble en harmonie dans des sociétés démocratiques stables, durables et culturellement diverses, en centrant son action sur les jeunes, l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme. Elle a ainsi soutenu diverses activités qui s'encadrent dans cette thématique.
La semaine dernière, par exemple, les rencontres des jeunes ambassadeurs pour la paix se sont tenues en Andorre. Elles ont été accompagnées d'une formation sur la médiation destinée à de jeunes Andorrans travaillant avec la jeunesse. L'Andorre a tenu à s'associer à ce projet pionnier du Conseil de l'Europe qui se base sur les principes de l'éducation non formelle pour donner une formation aux valeurs du Conseil de l'Europe et à la paix à des jeunes issus de zones en conflit. Du 28 février au 1er mars dernier, à Andorre-la-Vieille, le Conseil de l'Europe et l'Association européenne de la carte jeune ont organisé aussi le séminaire européen « Développer une meilleure mobilité pour la jeunesse, pour les jeunes et pour l'Europe ». J'ai pu moi-même personnellement participer à ce séminaire et constater l'intérêt qu'il a suscité. En mars, à Strasbourg, la présidence, en coopération avec l'accord partiel élargi sur le sport, APES, et le Conseil de coopération pénologique, PCCP, ont organisé une réunion d'experts sur un aperçu général du sport dans les prisons européennes, une application concrète des règles pénitentiaires en matière de sport. Elle a rassemblé des experts européens issus des autorités pénitentiaires et sportives en vue de la préparation d'une conférence politique sur les sports et les prisons. Notre ministre de la Justice et de l'Intérieur a participé à cette réunion. Le 12 avril 2013, à Strasbourg, un séminaire sur le dopage a été également organisé dans le cadre de la présidence de l'Andorre du Comité des ministres, sous l'égide du groupe de suivi de la Convention contre le dopage. L'événement avait pour objectif de recentrer le modèle de lutte contre le dopage sur l'information, l'éducation et la prévention, plutôt que sur un modèle uniquement répressif, et d'évaluer les conséquences institutionnelles que cela pourrait impliquer. Il est également important de mentionner qu'en février dernier s'est tenue à Dublin une conférence sur les cités interculturelles. Cette conférence était organisée à l'initiative du Conseil de l'Europe, avec le soutien de la présidence irlandaise de l'Union européenne et de la présidence andorrane du Comité des ministres, représentée à cette occasion par notre ministre de la Culture, M. Esteve Albert. Cet événement a été l'occasion de faire le point sur les succès enregistrés par le programme des cités interculturelles qui offre une méthodologie exhaustive de l'intégration interculturelle aux villes basée sur le concept de l'avantage de la diversité. Toujours dans le cadre de notre présidence, dans le domaine de l'environnement cette fois, le Conseil de l'Europe a organisé à Strasbourg, le 26 et 27 mars, la 7e conférence du Conseil de l'Europe sur la Convention européenne du paysage. La conférence a eu pour objet de présenter des modèles de politique du paysage menés par les États parties et l'état d'avancement des travaux de mise en œuvre de la Convention. La présidence andorrane du Comité des ministres a été représentée par notre ministre du Tourisme et de l'Environnement. Cet événement a été l'occasion, pour nous, pour l'Andorre, de présenter sa stratégie nationale du paysage. En outre, je tiens à souligner que tout au long de sa présidence, l'Andorre s'est efforcée de développer et de renforcer la coopération du Conseil de l'Europe avec les autres organisations internationales avec qui nous partageons le plus de travail en commun. L'Union européenne, les Nations unies et l'OSCE. J'ai personnellement rencontré les représentants de ces organisations pour leur exposer nos priorités et contribuer ainsi à la visibilité du Conseil de l'Europe. Nous nous félicitons d'ailleurs de la tenue de la conférence des ministres de la culture du Conseil de l'Europe la semaine dernière à Moscou. Elle portait sur la gouvernance de la culture, promouvoir l'accès à la culture. Lors de cette conférence à laquelle a participé notre ministre de la Culture, les ministres ont souligné la contribution essentielle de la culture au renforcement de la démocratie et de la gouvernance démocratique. Nous rappelons que dans quelques jours se tiendra à Helsinki la conférence permanente du Conseil de l'Europe des ministres de l'Éducation autour du thème « Gouvernance et éducation de qualité ». Sujet auquel notre présidence, vous le savez bien, a porté une attention tout à fait particulière. Notre ministre de l'Éducation et de la Jeunesse y sera présente. Nous espérons qu'à cette occasion, les travaux des deux principales conférences de préparation, tenues en novembre dernier, ici même à Strasbourg, et en février, Monsieur le Président le rappelait, en Andorre, porteront leurs fruits. Nous espérons vivement, en effet,
que ces deux conférences ministérielles permettent de dégager des pistes d'action concrètes pour le Conseil de l'Europe dans un avenir prochain. Négliger l'éducation, la culture, la jeunesse serait effectivement une très grave erreur. Nous estimons qu'elle touche à l'essence même de la mission de cette organisation. La démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme ne se décrètent pas. Ils ont besoin d'un terreau culturel solide et ne peuvent se développer qu'à travers l'éducation et la sensibilisation dès le plus jeune âge. Il va de soi que nous attendons avec grand intérêt les débats que vous tiendrez mercredi prochain sur la culture et sur l'éducation et sur le défi éducatif à relever en Europe. Nous partageons le sentiment que ces débats sont cruciaux et c'est pour cela que la présidence andorrane du Comité des ministres a tenu à placer l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme et la jeunesse au centre de son action. Je ne puis enfin ne pas me référer à la campagne de promotion de la lecture de la Convention que nous avons lancée il y a déjà quelques semaines. Je vous invite tous, tout autant que vous êtes ici à Strasbourg, à participer à cette campagne en vous rendant sur le site du Conseil de l'Europe et à parrainer l'un ou l'autre article de la Convention. Je ne saurais peut-être plaisanter, mais j'ai tous les noms, donc je vérifierai personnellement que vous faites cet acte de collaboration avec cet engagement que nous devons tous partager. Si la Convention européenne des droits de l'homme est le fondement même du travail du Conseil de l'Europe, un grand nombre de conventions ont suivi ce premier instrument. Ces différentes conventions sont des éléments fondamentaux dans la promotion de cette organisation et elles se doivent surtout d'être efficaces, porteuses de valeurs et à l'avant-garde des instruments internationaux. C'est parce que le Comité des ministres attache une très grande importance à la sensibilisation et à la promotion de ces conventions qu'il a entrepris, à l'initiative du secrétaire général, un passage en revue de conventions du Conseil de l'Europe. L'objectif de ce travail étant de promouvoir le riche acquis en la matière. Je tiens à féliciter l'Assemblée parlementaire aujourd'hui pour ses efforts assidus dans ce sens, ainsi que le secrétaire général et les autres instances du Conseil de l'Europe qui y contribuent, en particulier à travers leur dialogue avec les autorités nationales et par l'implication de celles-ci dans les campagnes du Conseil de l'Europe. Je me permets de rappeler qu'un grand nombre de conventions du Conseil de l'Europe sont ouvertes aux États non membres de l'organisation. Il nous revient à tous d'en faire la promotion afin de consolider la protection des droits de l'homme dans le monde. C'est ce que j'ai fait dans mes interventions, aussi bien à la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies en mars dernier, ainsi que lors de la rencontre organisée par la francophonie à cette même occasion. C'est ce que nous avons fait ensemble, Monsieur le Président, à l'occasion du Side Event co-organisé par le Conseil de l'Europe et par la mission de la France auprès des Nations Unies à New York aussi, en marge de la session de la Commission de la condition de la femme le 4 mars dernier. Vous étiez là avec Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement français, et Madame la secrétaire générale adjointe, Madame Gabriela Battagni. Nous avons ensemble expliqué quels étaient les points essentiels de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, plus connue sous le nom de la Convention d'Istanbul. Nous l'avons louée, mettant en avant l'intérêt qu'elle pourrait représenter pour les gouvernements. Cette convention est en effet pionnière, ouverte aux pays non membres du Conseil de l'Europe, et elle devrait probablement devenir une vraie référence internationale en matière de standards de protection et prévention de la violence envers les femmes et les filles. Pour l'instant, elle n'a été ratifiée que par 3 États, même si 26 autres l'ont déjà signée. Pour qu'elle puisse entrer en vigueur, 10 ratifications, dont 8 de membres du Conseil de l'Europe, sont nécessaires. Je m'emploie personnellement à ce que l'Andorre ratifie ce texte dans le courant de l'année et je souhaite que nombreux soient les États qui en fassent de même. Mon pays porte aussi une attention toute particulière à la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, aussi connue comme Convention de Lanzarote. Nous espérons pouvoir ratifier dans les prochains mois ce texte. Je tiens à rappeler que Madame Sylvia Bonnet, parlementaire andorrane, vous présentera demain un bilan de suivi à mi-parcours de la campagne 1 sur 5. Dès demain et dans un tout autre domaine, je procéderai, au nom de l'Andorre,
à la signature de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité et de son protocole additionnel, donnant ainsi suite aux engagements que nous avons pris au moment d'accéder à la présidence. Je ne saurais bien sûr clore ce point sans évoquer ma satisfaction face à l'aboutissement des négociations, toujours difficiles, préparant l'adhésion de l'Union européenne à la Convention des droits de l'homme. Il s'agit là d'une étape décisive. Cette adhésion est une condition essentielle à la mise en place d'un espace cohérent de protection des droits de l'homme en Europe. Elle permettra de consolider conjointement les systèmes juridiques de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, une fois terminé le périple auquel doit être soumis le texte avant sa ratification. Ce point sera à l'ordre du jour de la 123e session du Comité des ministres, à laquelle je me suis référé tout au début de mon allocution. Un autre point important qui était aussi donc dans l'agenda de la présidence qui sera abordé sera le suivi de la déclaration de Brighton. À l'instar de ce qui avait déjà été fait par les 3 présidences précédentes, ainsi que nous l'ont déjà dit donc, les présidences arménienne et autrichienne qui nous succéderont, nous nous sommes engagés à assurer le suivi des décisions prises par le Comité des ministres à l'issue des conférences d'Interlaken, d'Izmir et de Brighton. Dans ce contexte, le Comité des ministres fournit un effort tout à fait particulier pour garantir l'efficacité à long terme de la Convention européenne des droits de l'homme et le bon fonctionnement de la Cour. Dans le cadre des travaux portant sur la réforme de la Cour, le Comité des ministres a examiné il y a quelques semaines le projet de protocole numéro 15 portant amendement à la Convention européenne des droits de l'homme et plus récemment le projet de protocole numéro 16. Les 2 projets de texte vous ont été transmis ainsi qu'à la Cour pour avis. Nous attendons avec intérêt les conclusions du débat que votre Assemblée tiendra vendredi prochain sur le projet du protocole 15, dont nous espérons en effet qu'il puisse être adopté le 16 mai prochain lors de la session du Comité des ministres. Nous espérons également que votre Assemblée sera en mesure d'examiner très prochainement le projet de protocole numéro 16. Le 3e point que nous aborderons lors de la 123e session du Comité des ministres concerne la politique du Conseil de l'Europe à l'égard des régions voisines. À cet égard, je me félicite de l'avancée des activités de coopération avec les pays du sud de la Méditerranée. Il est particulièrement important que le Conseil de l'Europe mette à disposition de ces pays son expertise avec le soutien de l'Union européenne et fournisse ainsi une aide efficace à ces pays qui sont engagés dans un processus de transition démocratique parfois difficile. Je tiens ici publiquement à remercier l'Union européenne de l'importante coopération qu'elle a entreprise avec le Conseil de l'Europe à travers les programmes conjoints. Je me félicite que l'Union se soit particulièrement investie dans les programmes visant le voisinage immédiat de l'espace du Conseil de l'Europe et en particulier pour soutenir une transition démocratique dans la région au sud de la Méditerranée, ainsi que l'appui qu'elle a apporté au secteur de la culture, de la diversité culturelle et au secteur de l'éducation pour la citoyenneté démocratique et les droits de l'homme, de même qu'à l'enseignement supérieur et aux politiques dédiées à la jeunesse. L'Europe est confrontée aujourd'hui à une crise économique qui menace le fondement et la cohésion de nos sociétés et va jusqu'à remettre en cause nos valeurs les plus fondamentales. En cette période difficile, il est impératif de ne pas oublier les bases qui cimentent l'édifice qui doit nous permettre de nous maintenir unis sur des valeurs communes. Il est primordial de faire vivre la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Pour ce faire, il paraît essentiel de relever les défis de la pauvreté, de la montée de l'intolérance et de la radicalisation du discours politique. Nous devons renforcer notre action pour assurer à tous la jouissance des droits de l'homme sur tout notre continent et pour contrer ainsi la perte de confiance dans les institutions démocratiques. C'est la raison pour laquelle le secrétaire général, en accord avec les présidences sortantes et entrantes, a décidé de consacrer la session ministérielle, aussi bien la partie formelle que l'informelle, au thème démocratie, droits de l'homme et prééminence du droit en Europe, renforcer l'impact de l'action du Conseil de l'Europe. Je me félicite du fait que le Comité des ministres ait soutenu la proposition. J'espère vivement que nos débats lors de la session
permettront d'apporter des réponses concrètes aux questions posées et d'orienter les suites opérationnelles qui guideront l'action du Conseil de l'Europe pour les années à venir. Cela étant, je sais que sur tous ces dossiers, le Comité des ministres peut compter sur le soutien de votre Assemblée, puisque vous vous êtes saisis de votre côté de ces importantes questions et que vous participez activement à cette réflexion. Je tiens à vous assurer que le Comité des ministres attend avec grand intérêt les idées et les propositions qui émergeront de vos débats. Mesdames et Messieurs, après vous avoir exposé les principales décisions et activités du Comité des ministres de ces derniers mois, je souhaiterais revenir sur le plaisir et la fierté qui ont été les miennes, les nôtres, à toute l'équipe, ici à Strasbourg, tout au long de cette présidence. Cette fierté n'est pas seulement la mienne, c'est aussi celle de tout un pays. Bien que la présidence de l'Andorre arrive à son terme, je puis vous assurer que nous resterons activement engagés en faveur des valeurs qui fondent le Conseil de l'Europe et continuerons à apporter tout notre soutien aux efforts de nos successeurs. Je voudrais à cette occasion saluer l'Arménie qui va endosser les responsabilités qui ont été les nôtres pendant les 6 derniers mois. Je lui souhaite plein succès. Je l'encourage vivement à poursuivre les efforts déjà entrepris pour qu'ils s'inscrivent dans des réalisations durables. Mesdames et Messieurs, les relations entre le Comité des ministres et l'Assemblée parlementaire sont importante et bénéfique. Le dialogue entre nos deux instances permet de renforcer la cohérence de notre action et de transformer les initiatives ad hoc en pratiques concrètes et établies. Je tiens à cet égard à vous remercier tout particulièrement, Monsieur le Président, pour votre engagement et votre disponibilité lors de notre présidence afin de maintenir ces relations. Je vous remercie à tous de votre attention.